Chers téléspectateurs, merci d'accorder votre préférence au magazine Carrière. Cette émission qui est destinée à aider les jeunes à s'orienter académiquement et professionnellement, mais également à valoriser des parcours réussis, de sorte à inspirer ceux qui veulent encore accomplir des choses dans leur vie. Nous avons choisi la ville de Buea et nous sommes ici au pied du char des dieux, juste derrière moi, regardez bien. La ville de Buea, réputée tout à fait accueillante et hospitalière, nous accueille donc précisément pour dérouler le menu de cette 26e édition de votre magazine télévisé. Installez-vous, voici en image le sommaire. Dans cette émission, nous allons découvrir les premiers pas dans l'entrepreneuriat de Stéphane Fandom. Ce jeune Camerounais a jeté son dévolu sur le secteur de l'assainissement et la protection de l'environnement des entreprises pour lancer son business en 2012. Nous lui donnons l'occasion de faire connaître Cameroun Future, c'est le nom de sa société, c'est dans la rubrique Initiative. L'une des professions dans laquelle les jeunes peuvent se former, s'installer à leur compte ou trouver un emploi bien rémunéré, c'est celle d'ingénieur. C'est ce métier que nous avons choisi de vous présenter ce mois en compagnie de Kizito Ngoa, ingénieur et président de l'Ordre des ingénieurs du Cameroun. C'est à suivre dans la rubrique Le métier du mois. L'invité de cette émission a été la première fille présidente d'une coopérative d'un établissement mixte du Cameroun dans les années 90. Une expérience qui la conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de barrière infranchissable pour qui veut réussir. Alors que sa formation l'a prédestinée au métier de comptable et que son souhait a toujours été d'être commercial, Audrey Chico, DG de MSMI, créé en 2003, est aujourd'hui, à force de volonté, de passion et de travail, l'une des rares femmes, sinon la seule, à exercer dans la fabrication et la maintenance industrielle. Retour sur cette trajectoire atypique dans la rubrique Success Story. Vers la fin de cette émission, nous prenons des conseils pour développer une attitude positive. Roland Kouemen, senior consultant en ressources humaines et développement personnel, nous dira comment notre attitude détermine notre altitude. Ce sera dans la rubrique Coaching. C'est tout pour le sommaire de cette 26e édition. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission en découvrant la jeune entreprise créée en 2012 à Douala par le jeune Stéphane Fandom. Il vise, à travers sa jeune société Cameroun Future, un environnement plus propre des entreprises. Comment a-t-il eu l'idée de cette initiative? Comment l'a-t-il lancée? Quelles sont ses ambitions? Réponse tout de suite dans la rubrique Initiative. Bonjour, je suis Stéphane Fandom, PDG Cameroun Future, bienvenue chez nous. Voilà, ça c'est notre direction générale à quoi. Je vous présente mon responsable technique, Monsieur Epo. Je vous présente ma comptable. Là c'est la jeune du responsable technique que je vous présente, Monsieur Mezanga. Mademoiselle Singhi, mon responsable administratif. Cameroun Future déjà c'est une entreprise qui fait dans la prestation de services.
Mais actuellement, avec l'activité principale qui est le nettoyage industriel, le traitement phyto, le placement des agents d'entretien dans ces entreprises, comme on l'a déjà fait avec certains clients, le ravalement des façades, vente des produits et appareils d'entretien, un peu tout ce qui concerne l'assainissement et la propriété de l'environnement. J'ai voulu faire carrière seul en m'écartant un peu de mon domaine de formation, qui est le transit, pour me lancer dans le service d'hygiène, nettoyage industriel, le traitement phyto. Je choisis l'assainissement parce que aujourd'hui, dans notre pays, on se rend compte que la plupart des quartiers délabrés et éloignés ne connaissent pas ce que c'est qu'un environnement sain. Moi, jeune d'un quartier pareil, j'ai pensé mettre sur pied une entreprise de nettoyage industriel et d'assainissement pour pouvoir aider ces quartiers et les faire sortir dans cet environnement mal propre. Ta jeunesse est le levier de ta prospérité. Nous sommes arrivés à un point un jour, je suis allé au Mimosa, qui est la boîte d'un grand frère. Je lui ai dit, grand, j'ai ouvert une entreprise de nettoyage. Il me dit, ok, ma boîte de nuit, mes lumières, les jeux de lumière sont tellement sales. J'ai dit, non, grand, je peux le faire. Il me dit, oui, même mon cyber en bas, les claviers sont tellement sales. J'ai dit, ok, je fais. Il me demande, Stéphane, est-ce que tu as la machine pour souffler les claviers? Moi, je ne connaissais même pas ce que c'est que la machine pour souffler les claviers. J'étais obligé de faire le message à mon assistant, va chercher l'appareil qui souffle les claviers. Quand il trouve à la boutique, il m'envoie le montant, c'est 35 000. Je lui dis une fois, trouve là n'importe où et va chercher. C'était notre premier chantier. Là. Après ce chantier, il y a eu le groupe Fadil, où ils nous ont fait confiance et nous ont permis de nettoyer leur immeuble CCC. En moins d'1 an, c'est à travers ce chantier que j'ai cru que mon entreprise devait arriver, où j'aurais souhaité que ça arrive. Ça, c'est l'immeuble Fairwind qui a des locataires et des entreprises à l'intérieur. Donc nous avons le contrat avec l'immeuble, pas avec une entreprise dans l'immeuble. Notre travail est de mettre la propriété, quelle que soit si la piscine, les bureaux, les maisons de domicile. C'est notre travail au quotidien de mettre la propriété. Cameroun Futur est créé le 8 mars 2012. C'était pas facile pour arriver à ce point. Avant, on était dans le quartier Bounadjibon, toujours dans Akwa, à un bureau, disons, un sur un. On a commencé là, on a eu des hauts et des bas, des moments très difficiles, des moments pas faciles du tout, des moments où je me disais, moi-même personnellement, je me demandais si je pouvais un jour arriver où je suis aujourd'hui. Autant de difficultés que j'ai eues, financièrement comme matériel, et c'était pas du tout facile. Il arrivait parfois d'aller dans les chantiers sans matériel, et c'est quand on est au chantier qu'on se rend compte que tel chantier demande un tel matériel, et c'est à ce moment-là qu'on court pour aller à la quincaillerie ou à une boutique, supermarché, chercher le produit ou un matériel pour pouvoir servir le client à temps. Chaque année, de août à novembre, je lance la campagne de traitement phyto dans tout Douala. Je prends des commerciaux ambulants et je les habille, souvent en bleu, écrit Cameroun Futur, que je les envoie maison par maison pour pouvoir sensibiliser et toucher tout le bas peuple. Toucher le Camerounais le plus démuni qui dort avec des souris, des moustiques, des cafards. Mon souhait, c'est que celui-là qui est au fond de ce quartier soit touché par le geste que moi, jeune, j'ai fait pour lui. Je demande à l'État de me soutenir dans cette campagne, de pouvoir m'aider à financer, parce que ce n'est pas du tout facile de supporter une campagne pendant 3 mois, seul. L'objectif principal, c'est que nous soyons toujours en famille, parce que c'est en famille qu'on progresse, c'est uni qu'on arrive. Par rapport au point des maisons éloignées de la ville, des quartiers, villages, Bepanda, un peu éloignés, Makia, tout ça, ce sont ces quartiers que mon objectif est de les toucher, de les sensibiliser, de faire confiance aux entreprises de nettoyage, aux entreprises de traitement phyto, aux entreprises d'assainissement, parce que c'est bien de vivre dans un environnement sain et propre. Notre agrément agit dans tout le territoire camerounais.
dans tout le pays. Donc nous aimerons vraiment élargir notre portefeuille client en dehors de Douala, Yaoundé, Limbe si possible. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans une carrière comme la mienne, premièrement de croire d'abord à ce qu'ils envisagent faire et de se donner à fond quand ils ont déjà placé une fondation. Pour qu'à mon futur, par exemple, j'ai pris des années pour me lancer, j'ai pris des années pour me préparer, j'ai pris des années pour arriver où je suis aujourd'hui, pour avoir ces contrats que j'ai déjà. Il a fallu que je me batte, il a fallu que je croie et c'est ce que je conseille aux jeunes comme moi, de faire pareil, d'oser, de créer, de penser à l'avenir, de penser à quelque chose d'innovant pour le pays. Vous aider à construire votre carrière, c'est l'objectif de cette émission. Bien évidemment, cela commence par la connaissance des métiers que vous allez choisir pour votre formation et pour votre emploi de demain. Alors, il faut pouvoir se renseigner sur les professions, savoir comment on y entre, comment on peut y trouver un emploi, quels sont les débouchés professionnels possibles et j'imagine que vous voulez savoir également quelle est la rémunération que vous pouvez avoir. Nous nous renseignons sur le métier d'ingénieur en compagnie de Kizito Ngoa. Il est le président de l'Ordre des ingénieurs du Cameroun, concepteur du monument de la réunification que nous pourrons voir tout à l'heure. Il nous parle donc du métier du mois, c'est le métier d'ingénieur. C'est quelqu'un qui, à travers ses connaissances scientifiques, techniques, est en mesure de concevoir, d'innover, de produire et de réaliser. Ça part d'abord d'une forte formation scientifique qui ensuite amène donc beaucoup de logique dans la manière de traiter un certain nombre de process. Au Cameroun, en général, les ingénieurs aujourd'hui s'inscrivent dans le système LMD. La formation d'ingénieur aujourd'hui est une formation à bac plus 5. Le bac, c'est un bac scientifique de prime abord, donc série C, série D éventuellement, voire E. Nous avons des écoles majeures hein, que beaucoup de Camerounais connaissent, l'école polytechnique de Yaoundé. Au sein de cette école, il y a plusieurs filières, des filières génie informatique, génie mécanique, génie civil bien entendu, génie électrique, même génie informatique. Nous avons des ingénieurs même informatiques. Il y a des écoles même privées telles que l'ISTAC, notamment basée à Douala, qui est un démembrement de l'université catholique. Notamment, nous avons la faculté de génie industriel à Douala qui forme aussi des ingénieurs. Le salaire n'est pas d'abord la finalité de ce métier. On est d'abord ingénieur parce qu'on veut participer à sa manière à la résolution d'un certain nombre de problèmes ou à la production d'un certain nombre de matériaux et autres. On est d'abord ingénieur pour ça. Bien entendu, il faut être payé. Bien entendu, il faut vivre. Bien entendu, on peut avoir une famille à nourrir. Je ne dis pas le contraire. Donc si un ingénieur dans le privé démarre à 300 000, c'est bien. Voyez-vous, il peut très bien s'en sortir, encore que tout dépend dans quelle ville il vit. Après, le commun des ingénieurs, notamment pour ce qui est du génie civil, qui travaillent dans des projets routiers ou autres, bon, combien vont-ils gagner? Pour quelqu'un de niveau 10-15 ans d'expérience, il peut aller jusqu'à 400, 500 000, voire un peu plus, voyez-vous. Mais après un certain niveau, là, on peut aller à 1 million, à 2 millions, tout dépend de quoi on parle. Et là aussi, il faut toujours bien savoir que pour beaucoup d'ingénieurs, il s'agit d'abord de travailler sur des projets. Et donc, si vous travaillez sur des projets, ça veut dire aussi que vous n'avez pas toujours un contrat à durée indéterminée. Donc, vous comprenez que dès qu'on est dans une notion de précarité ou de contrat à durée déterminée, on se retrouve donc avec forcément des sursalaires ou des primes de précarité, ainsi de suite, qui peuvent gonfler le salaire.
L'ingénieur, quand il démarre, il doit déjà avoir premièrement la notion d'humilité. C'est important. Les études, ça vous donne le bon background. Vous êtes bien formaté pour maintenant exercer votre métier. Mais après, c'est à la pratique. C'est à la pratique. Ça veut dire qu'il faut écouter, il faut être humble, il faut prendre des avis, il faut accepter d'être critiqué, n'est-ce pas? Et après, il y a un point important. Il faut sans arrêt se remettre en question. Au-delà de la formation initiale, il y a aussi ce qu'on appelle la formation continue ou le développement professionnel. Le métier d'ingénieur, justement, c'est qu'on doit tout le temps trouver des solutions. On doit tout le temps trouver de nouvelles manières de résoudre un problème. Donc si vous restez dans votre posture initiale, formation initiale, vous comprenez très bien qu'à la fin, vous ne pourrez pas être en mesure de donner satisfaction aux différents clients que vous aurez. Prenez le monde informatique. Mais ça évolue à une vitesse incroyable. Vous ne pouvez pas prendre un jeune informaticien d'il y a 10 ans, s'il reste dans ses connaissances d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui il est largué. À un moment donné, dans votre carrière professionnelle d'ingénieur, les choses commencent à se rééquilibrer. Donc lorsque vous arrivez peut-être vers les 10, 15 ans d'expérience professionnelle, en général, donc là, vous êtes à peu près à moitié-moitié, 50-50 entre la technique et la gestion. Et ensuite, parce que vous commencez à avoir une certaine expertise et autres, et que vous avez maintenant des collaborateurs peut-être plus jeunes qui, eux, vont travailler vraiment sur l'aspect technique, à un moment donné, donc en fait, ça bascule. Vous faites beaucoup plus de gestion, de management, d'équipe par exemple, management de projet ou autre, donc à hauteur à peu près de 80%. Et puis la technique ne représente plus qu'environ 20% du temps que vous passez par rapport à l'exercice de votre métier. Un ingénieur qui va commencer à travailler, donc comme je vous dis, va d'abord commencer, si c'est du génie civil, il va d'abord commencer à faire du béton. Il va faire du béton, il va faire la résistance des matériaux, il va faire tout un certain nombre de prestations techniques, vraiment à proprement parler. Et puis petit à petit, parce qu'il devient chef de projet, chef de mission, ingénieur manager, à la fin donc, il commence plutôt à virer vers la notion de management et de gestion, encadrement des équipes, mais s'assurer que techniquement, ça tient la route. Lorsque vous faites des notes de calcul, il va bien falloir qu'il y ait un superviseur ou quelqu'un qui révise que ce que le junior a fait marche, fonctionne, d'accord? Donc c'est là les 20% en fait qu'un expert, un ingénieur déjà chevronné mettra au profit de la technique. Alors, ensuite, les autres professionnels. Les autres professionnels, quelle est la finalité? La finalité, c'est d'abord de faire la promotion de la profession et défendre les intérêts des ingénieurs. Il y a l'ordre des ingénieurs de génie civil, dont je suis le président, mais vous avez d'autres ordres qui existent. Et c'est vraiment ce que nous recherchons. En fait, il faut savoir que, de manière générale, si vous ne vous vendez pas, si vous ne faites pas de publicité auprès de l'opinion publique et tout sur votre métier, les gens auront tendance à faire appel ou à recourir à des charlatans qui se présentent comme des ingénieurs. C'est vrai pour les constructions. Combien de personnes construisent au Cameroun sans avoir un véritable ingénieur auprès d'elles? Pourtant, ces personnes pensent qu'elles ont un ingénieur. Mais le gars en question n'est pas ingénieur. Il usurpe ce titre. Et dès lors, l'ordre notamment a pour mission de veiller à ce que ce soit réellement des ingénieurs qui soient impliqués dans les différents projets pour lesquels ils ont été formés. Voyez-vous? Donc, c'est important que chaque ingénieur comprenne que l'ordre, ce n'est pas avant tout quelque chose qui est réservé à d'autres. C'est du métier même de l'ingénieur, de la défense même de nos intérêts qu'il est question. Et après cela, on peut même aller plus loin en disant qu'on protège aussi le public. On protège le public parce qu'un ouvrage sera réalisé de la meilleure des manières, on dit les règles de l'art. Il sera réalisé suivant les règles de l'art parce que ce sera un ingénieur qui aura été associé au process. Quand vous avez une formation en Bac plus 5, vous avez aussi acquis un certain nombre d'instruments qui doivent vous permettre d'être relativement à l'aise dans bien d'autres domaines, dans bien d'autres disciplines. Mais là maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. Ça va dépendre des centres d'intérêt de ces ingénieurs nouvellement formés. Si effectivement vous avez un ingénieur qui, lui, se sent plus à l'aise dans du béton armé, par exemple, il peut très bien se spécialiser dans le béton armé. Quelqu'un d'autre peut vous dire, non, moi vraiment le béton armé, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire de la construction métallique. Comme par exemple, on voit ici le monument, c'est de la construction métallique au-dessus. Vous avez du béton en bas et la construction métallique au-dessus. Donc, il peut dire, moi, je me spécialise en construction métallique. Mais après, vous pouvez même étendre votre champ de compétences
et aller maintenant vers d'autres métiers, vers d'autres filières ou professions qui quelque part gardent quand même un peu d'ingénierie en soi. Pourquoi il faut être ingénieur? Parce que d'abord, vous aurez toujours du travail. Le Cameroun est un pays en chantier. Le Cameroun est un pays en développement. À partir de là, on aura toujours besoin d'ingénieurs. Quoi que l'on dise, et dans tous les domaines possibles, on a besoin de plus en plus de formation. On a besoin de plus en plus d'écoles. On a besoin de plus en plus d'ingénieurs. Parce qu'on a un pays à construire de manière générale. Si toutes les constructions que vous voyez à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et que sais-je, si toutes ces constructions sont suivies par un ingénieur, vous verrez très rapidement qu'il y a même pénurie d'ingénieurs. Vous savez que dès qu'il y a pénurie, vous vendez mieux. La plus grande fierté pour l'ingénieur, à la différence du journaliste ou du pharmacien, ou que sais-je, c'est... Tournez votre caméra, monsieur. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est du concret. Il y a quelque chose de concret. C'est un projet que nous avons pensé, que des ingénieurs, des architectes, tout un tas de personnes ont imaginé, et ensuite ça s'est traduit en ce que vous voyez physiquement là, mais ça c'est du travail de l'ingénieur. L'ingénieur est au centre de tout, donc que les jeunes n'hésitent pas, s'ils veulent, ils contactent des ordres professionnels, ils se renseignent, ils vont vers les écoles professionnelles ou les écoles d'ingénieurs, ils se renseignent, ils verront que c'est le plus beau métier du monde. Place à présent notre invité de la rubrique Success Story. Comme je vous le disais en titre, Audrey Chicot est cette femme camerounaise au caractère très iconoclaste, mais une véritable patriote qui, au gré de ses formations, devait travailler comme comptable, mais a préféré être commerciale et enfin, du fait de sa passion, mais également par des formations complémentaires, excelle aujourd'hui dans le domaine de l'industrie de la maintenance et de la fabrication. Voici donc l'entretien portrait que nous a accordé Audrey Chicot au sein de son industrie à Douala. Elle nous raconte son parcours atypique avec beaucoup de patriotisme pour inspirer la jeunesse camerounaise dans son ensemble et plus encore la jeune femme pour laquelle elle a beaucoup de conseils. Installez-vous, regardez cet entretien portrait. Je m'appelle Gaïna Augustine Audrey, épouse de Chicot. Je suis originaire de la Sénégal-Maritime. Mon père, il a été chef de service à l'ONCPB pendant toute sa vie. Et ma mère, elle a été commerçante toute sa vie. Mes parents ont su m'inculquer beaucoup de valeurs, le respect de l'aîné, le respect de la nation. Je suis au milieu d'une famille où j'ai 3 garçons devant et 3 derrière. Et je me retrouve donc dans une situation où il faut que je respecte les aînés et je dois me faire respecter par les cadets. Je pense que ceux de notre génération qui ont grandi avec en esprit le fait que, de par le respect de l'aîné, fatalement, n'importe quel adulte, vous rencontrez en route, vous avez fait une bêtise, vous preniez la fessée de votre vie. Et on n'avait pas intérêt à aller le raconter aux parents parce qu'après, vous reprenez une autre fessée. C'est un peu ces valeurs-là qui ont permis qu'aujourd'hui je sois la femme que je suis, celle que beaucoup de gens respectent. J'espère celle qui donne un exemple en fait. J'ai commencé mes études primaires à l'école publique de Ngomondo, évidemment. J'ai eu un enseignant à l'école primaire qui m'a beaucoup marqué au CM2. Et il m'a appris l'importance en fait du travail et du respect de la parole donnée. Ensuite, au secondaire, j'ai été au CSTC de Bounandoumbe, à l'époque où il y avait encore des Français. Tous mes enseignants étaient partants pour dire que j'aurais un avenir comme celui que j'ai aujourd'hui. C'était comme un dessin, pour eux c'était une évidence. Et ça a commencé d'ailleurs au CSTC de Bounandoumbe. J'ai été la première fille présidente d'une coopérative scolaire d'un établissement mixte du Cameroun. Je pense que c'était en 90, l'année 90-91. J'ai fait construire le terrain de basket du CSTC de Bounandoumbe.
le terrain de foot du CSC de Bonandoumbe. J'ai demandé cette année-là, pour moi c'était effarant, je voyais le niveau de français baisser de manière galopante de plus en plus. Et pour moi, en tant que président de la coopérative, il était impératif qu'on ait une bibliothèque scolaire pour apprendre aux élèves, pour leur donner le goût à la lecture. Et comme le budget de la coopérative ne nous permettait pas d'acquérir une bibliothèque, j'ai fait la demande au Lions Club. En réalité, quand je faisais cette demande, je n'attendais pas de réponse. Mais ils ont répondu favorablement et ils nous ont légué une très belle bibliothèque. Je suis tombé sur un directeur, c'est lui qui est aujourd'hui le principal du lycée classique d'EDA, M. Nyobenlin. C'est justement lui qui avait le plus pesé pour que je reste présidente avec les Français. Pour tous les autres, je n'allais pas tenir le choc, c'était pas possible. C'était celui qui m'écoutait et qui imposait les idées que j'apportais. Parce que pour faire déjà tous les projets dont j'ai parlé, il fallait faire fructifier l'argent de la coopérative. Et voilà comment je crée à l'époque les ciné de jeunesse de mercredi. En réalité, c'est moi qui démarre cette activité au Cameroun également. Je commence avec le cinéma Le Bonapriso à l'époque. Je vais les voir, je leur dis voilà. Moi, l'après-midi de mercredi, vous n'avez rien de prévu. Moi, je peux faire en sorte que les élèves viennent voir certains films qu'on a sélectionnés ensemble et qu'on a vus avec les enseignants. On se dit, bon, voilà, ceux-ci, on peut les sélectionner. Et moi, je mobilise les élèves pour qu'ils viennent voir. Et après, vous reversez à la coopérative 15% de ses revenus. Est-ce que ça marche? Ils me disent, d'accord, ça marche. Et de fil à aiguille, on est parti du CSC Bonandoumbe. Le cinéma Le Vouré également a pris le relais. Le second cycle a été très mouvementé parce qu'après je vais à EDA, au CoPro. C'est vrai que cette année-là, même quand je suis au CoPro en seconde, tous mes professeurs sont d'accord que je passe le probatoire parce que étant pratiquement la seule élève d'enseignement technique commercial qui était en seconde à l'époque, tous les autres venaient de troisième. J'ai donc pris la tête de la classe parce que pour moi, en fait, tous les enseignants matières professionnelles n'avaient rien à m'apprendre. Et ils ont voulu que je présente le probatoire cette année-là. C'est moi-même qui ai refusé. Après, je reviens à Douala, sur Douala, Fondation des Nations. Je fais une première assez mouvementée, toujours, bien sûr, en tête des protestations et des réclamations. J'échoue mon probatoire parce que je suis plus enclin à tout ce qui est politique et tout, réclamation des élèves. Je vais à l'IPN. Là non plus, ça ne va pas. Alors, mon père décide que j'aille présenter mes examens en République centrafricaine. Et je pars en République centrafricaine, c'était l'année, je pense que c'était en 96, 97. Vous êtes contente de partir? Non, même surtout pas. Mais c'est le père. À l'époque, bon, il avait encore une sacrée main mise sur moi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour toujours pour le défier, je pars 3 mois après la rentrée. Bon, mais en retour, pour qu'il ait une compensation, pour qu'il ne me... En fait, c'était pour qu'il ne m'agace plus avec cette histoire d'études. Parce que je voulais arriver au bac et commencer à travailler. Et j'ai donc eu mes 2 examens haut la main. Nous sommes d'ailleurs rentrés cette année-là. C'est cette année, il y a eu des mouvements en République centrafricaine. Nous sommes rentrés par charter. De retour donc de Centrafrique, après l'obtention de mon bac G2, je me présente à mon oncle qui est M. Yopé, qui tient une petite entreprise de comptabilité sur Aqua. Et je lui dis que je veux travailler. Il me dit, t'es sérieux? Je dis oui, je veux travailler. On était un vendredi, il me dit, tu commences lundi. Je dis, ok tonton, je viens et je commence à travailler justement chez M. Yopé. Pendant 6 mois, je travaille avec lui et je me rends compte des ficelles du métier, ainsi de suite, mais surtout du renfermement que cela impliquait. Être comptable impliquait de rester dans un bureau à longueur de journée, même s'il est climatisé, je me rends compte que ça ne me va pas du tout. C'est comme ça que je commence à créer mes propres projets. Je me propose à l'époque de mettre à la disposition des expats et de ceux qui ont un peu les moyens sur Bonapriso, les grands quartiers de l'époque, des nounous
et des femmes de ménage. Mais comme je n'ai pas les moyens financiers pour lancer un tel projet, on me dirige vers une dame qui s'appelle Madame Gog Bernadette, qui elle dirige une petite entreprise. Elle me dit, est-ce que tu as tenu compte de tous les paramètres? Ça veut dire qu'il y a l'assurance qu'il faut prendre. Il y a ci, il y a ça. Les assureurs ne nous suivront pas parce que les filles qu'on va envoyer travailler chez les gens, si elles volent, il faut bien que l'assurance rembourse et tout ça. Elle me dit, c'est pas encore un projet pour aujourd'hui, ma fille. Ça, c'est un projet pour dans 30-40 ans. Et elle me dit, par contre, ton dynamisme fait que moi, je veux bien t'embaucher. Je veux bien que tu travailles avec moi. Et me voilà, je me retrouve dans une entreprise où je suis commercial. Mais ça me plaît parce que, en fait, ça cadre avec ma nature. Et elle me forme dans ce nouveau métier qui est le commercial, attaché commercial plus précisément. On commence parce qu'à l'époque, au départ, elle livrait beaucoup de papeterie et tout ça. Et elle livrait dans des industries aussi, la papeterie. Et quand j'entre dans les usines, waouh, je vois des machines, je me dis waouh, que c'est beau. Et c'est grand, mais il n'y a que des hommes. Et je vais vers cette grosse machine qui fait un bruit infernal. Et le monsieur est là, il maîtrise la machine. Waouh. Et je me suis dit, mais pourquoi quand je vais dans les autres usines, je ne vais jamais dans les ateliers pour voir. Et du coup, petit à petit, je commence à aller dans les ateliers, prétextant, bien sûr, de voir les besoins que les gars pouvaient avoir, ainsi de suite. Et je commence petit à petit, je me spécialise en industrie. Tikandolo, 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 beneneno, allez, maintenant on va au combat à l'usine. Je n'ai jamais pensé à faire carrière véritablement dans l'industrie. Je pensais rester attaché commercial toute ma vie. C'est petit à petit en fait que cette passion a pris place en moi en fait. C'est tout mon être qui est passionné aujourd'hui d'industrie. Hein. Dieu aidant, je me retrouve à travailler pour Comaran, qui est une entreprise à l'époque qui, elle, travaille véritablement dans la fourniture industrielle. Ça veut dire l'école industrielle, les roulements, tout ce qui concerne l'industrie. J'ai travaillé à Comaran pendant 1 an et environ 8 mois en tant qu'attaché commercial en industrie. Moi, je me lève de chez moi tous les jours à 6h30. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je suis dehors. Et je rentre très tard. À l'époque, je combinais en plus de mon boulot parce que malheureusement, j'avais eu un événement triste, j'avais perdu mon enfant. Et pour ne pas y penser, il fallait que je me mette à fond dans le boulot. Et rentrer le soir à 18h, 19h chez moi ne m'allait pas. Et comme pendant que j'étais au Suez, j'avais fait de la musique également avec le Feu Kotobas, paix à son âme, et Peikoum, et beaucoup Castro et Pagna qui est aujourd'hui batteur. J'ai rencontré un ami qui dirigeait un cabaret à l'époque, le Cheminite, derrière le commissariat de Deido. Et il me dit, bon, si ça t'intéresse, le salaire est petit, mais si ça t'intéresse, viens m'aider parce que je sais que ton apport sera grand. Et donc quand je pars de Comaran en journée, je vais au Cheminite où je m'éclate également, je ne chante pas, mais j'organise un peu la logistique. Là, je travaille qu'avec les hommes. Je ne travaille vraiment qu'avec les hommes au quotidien. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à me faire respecter d'eux. C'est-à-dire, de prime abord, j'arrive. Aujourd'hui, je suis peut-être plus... Mais j'avais été mannequin. Donc j'arrive, c'est un mannequin qui arrive, une très belle fille. Les hommes, ce qu'ils voient en premier, c'est ça. Et alors, moi, je leur disais, bon, gars, c'est bien, tu as vu, mais maintenant, est-ce qu'on peut voir ce que je suis venu te présenter? Et ils ont appris, comme ça, à ne plus voir en moi la femme, mais à voir l'attaché commercial en industrie, en fait. Moi, je suis toujours à Comaran. Quand je rencontre mon mari, mon époux, M. Chico, à l'époque, il est directeur technique du département COFREM de la SCDM. Et je viens lui vendre des produits. Et il voit une fille qui vient lui dire, moi, je suis venu vendre, en plus, je parlais de colle industrielle, de roulement, de choses, mais les autres venaient vendre d'autres produits. Moi, je parle de produits industriels. Ingénieur des arts et métiers de son état, déjà, ça l'étonne. Et
Du coup, on va donc faire les tests. Et ça l'amusait parce qu'en fait, il voulait me prendre au dépourvu pendant le test. Il se disait que j'allais lui demander à lui et à ses gars de faire le test. Quand on va sur le terrain, je fais les tests moi-même. Je les écarte, je leur dis non, vous me laissez faire. Après, vous allez faire aussi pour que je vois si vous avez compris. Je fais dans les tests moi-même. Waouh, là, M. Chico est bluffé. Et après, on décide de se revoir, puisque moi, j'étais dans le cabaret en soirée, ainsi de suite. Et on décide de se revoir, c'était toujours pour continuer à parler boulot, parce que lui, il voulait savoir comment est-ce que je peux être comme ça, en travaillant dans l'industrie, et pour utiliser ces termes, en étant bien gaulé. Après ma rencontre donc avec Chico, de fil à aiguille, naît l'amour. Nous nous sommes mariés après, en 2001, en janvier 2001. Et nous repartons en France parce que lui, il a une entreprise avec son père. En fait, même quand il travaille à Cofrem, il a une entreprise avec son père qui est la Chico AMI. Et son père, l'entreprise grossit trop vite et il lui dit à un moment, bon, il faut que j'embauche un ingénieur plus jeune que moi parce qu'ils sont ingénieurs en maintenance du père en fils. Donc, il lui dit, il faut que j'embauche un plus jeune que moi parce que je ne peux plus supporter la charge de travail. Chico lui dit, mais si tu dois embaucher un ingénieur plus jeune que moi, je peux faire remonter. De toute façon, j'ai une femme qui est enceinte. Je ne voudrais pas qu'elle accouche au Cameroun, donc je remonte avec elle. Je suis en France à la Chico AMI, qui fait dans la fabrication, dans la maintenance industrielle et en parallèle la fabrication des pièces à monter chez les clients. Et je commence donc, moi, à me former à la Chico AMI. En réalité, pendant ces 3 ans, aussi bien mon mari que mon beau-père ont refusé que je fasse un métier autre que celui d'attaché commercial en industrie. Et je reviens en 2002 en vacances au Cameroun. Je vais rendre visite à mes anciens clients qui sont Socatral, à l'UQAM, Socapal, ainsi de suite. Mais quand j'arrive à Socatral, ils me disent, ben tiens, ils sont tous contents de me revoir. On pensait qu'on allait plutôt revoir. Je leur dis, mais moi, attendez. Et ils me disent, ben tiens, Audrey, toi, qui étais notre faiseuse de miracles, j'ai un problème sur les bras depuis 1 an. Je cherche une rectifieuse de cylindre de laminoir depuis 1 an. Je ne trouve pas. Parce que ça ne cadre pas avec mon budget. Directement devant Thomas, j'appelle Fabien. Je dis à Fabien, Fabien, voilà, je suis devant Thomas. Il a un problème de rectifieuse de cylindre de laminoir. Il cherche depuis 1 an, ils n'ont pas trouvé. Il se met à rire. On lui dit, mais attends, c'est pas marrant. Il me dit, en matinée, j'ai vu une rectifieuse de cylindre de laminoir qui est déjà totalement morte, hein, il nous dit. Mais je pense que je peux la refaire. Je prends juste le banc et je te remonte une rectifieuse. Thomas lui dit, tu peux faire ça pour moi? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu peux m'envoyer les photos ici? Et c'est parti, c'était parti. Et voilà comment, venu en congé au Cameroun, je repars avec un bon de commande de 65 millions en France. Et mon beau-père, je me rappelle quand j'arrivais avec ce bon de commande, il me regarde comme ça, il me dit, Audrey, je pensais que en fait c'est parce que tu n'aimais pas la France du tout, que tu disais toujours que l'Eldorado c'est au Cameroun. Mais je pense que tu as raison, il faut que tu rentres, c'est dans ton pays qu'on a besoin de toi, il faut que tu rentres. Et on ramène donc cette rectifieuse qui est toujours fonctionnelle aujourd'hui à Socatral. Et c'est cette même année-là que je décide en partant, je dis à mon beau-père, moi je veux aller ouvrir une structure. Je suis bien ici, plus besoin de raconter ma vie. Je suis bien à l'abri, tout près de ta vie. Quand je reviens en 2003, je lance donc MSMI, mais nous démarrons en maintenance. C'est moi qui suis le manœuvre de M. Chico à l'époque. Hein, on démonte les machines ensemble, mais c'est moi le manœuvre qui démonte, qui dévisse les boulons, qui nettoie les machines et qui après, quand M. Chico lui a vu la panne, il a dépanné, il a remonté, je viens finir de reboulonner et je mets la peinture. Je me dis, je ne peux pas me lancer dans une profession que je ne connais pas. Ainsi commencent donc mes formations, mes multiples formations avec des partenaires. On a eu la Mina Technologie, un fabricant de pastilles. Ensuite, j'ai fait une deuxième formation en maintenance, proprement dite, avec un deuxième partenaire, qui était le partenaire de la Chico AMI. À l'époque, malheureusement, ils ont fermé aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait une formation chez Flowserve, qui est un partenaire encore aujourd'hui. Voilà, en fait, nous entrons dans le secteur pétrolier. Et pour vendre les vannes et les pompes pétrolières,
moi, toujours dans ma façon de penser, je ne peux pas vendre quelque chose, un matériel que je ne connais pas. Je vais avec mes gars en formation et je deviens la première femme au Cameroun à pouvoir monter et démonter une vanne pétrolière et à la réparer, donc en faire la maintenance. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que je suis capable de tourner, de fraiser, de faire du perçage, de faire de la maintenance. Et je travaille ainsi main dans la main avec mes gars au quotidien. Ça, c'est une lunette à suivre. Et j'ai demandé qui est arrivé en soudure ce matin parce qu'il y a une légère cassure là. Bon, mais là, je constate qu'ils ont déjà commencé, ils ont fait le travail de préparation, mais il faudrait que ce soit soudé et déplacé. Que les jeunes arrêtent de se plaindre en permanence et qu'ils se disent qu'on copie un peu sur le modèle chinois. Les Chinois en ont eu marre de se faire taper dessus, ils se sont dit, bon, on a crié aux yeux du monde, tout le monde entier a vu, ça n'a rien changé. Ils se sont mis au travail. Et c'est quand on a déjà fait un certain nombre de pas, si on a des difficultés véritables, on peut se retourner vers le gouvernement, parce que ce gouvernement, c'est nous tous. Hein. Surtout, j'exhorte la jeunesse camerounaise à ne pas se contenter de la facilité qui veut qu'ils aillent seulement vers les métiers d'enseignement général. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une très grande pénurie dans l'industrie. On peut industrialiser le Cameroun si on n'a pas la main d'œuvre qui va avec, on est mort. Un pays qui n'a pas d'industrie n'est pas un pays. Encaissons les coûts. Il y en a qui ont encaissé pour que nous ayons les indépendances. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre des coûts et faire en sorte de pérenniser ces indépendances et rendre donc à ceux qui sont plus jeunes que nous, et donc nos enfants, ce qui pourra leur permettre demain sur la scène internationale de parler d'égal à égal avec les autres nations. Après les bureaux où nous venons de vous voir, Madame Chicot, dans votre rôle administratif, vous acceptez de nous recevoir ici dans votre usine. D'abord, cette entreprise, quelle est la superficie que vous occupez dans cette zone ici à Douala? C'est combien d'employés et quels sont les profils? MSMI, c'est 48 employés et nous sommes installés dans la zone industrielle Maxi de Bassa et où nous avons une superficie d'un peu plus de 6000 mètres carrés. Alors, la moyenne d'âge ici à MSMI, c'est 35 ans. Au jour d'aujourd'hui, avec l'activité que nous menons, nous recrutons plus les F1, les ingénieurs de Polytech, les ingénieurs d'Insaï, UIT et l'INSET de Douala. Je ne sais pas comment vous appelez tous ces outils et ces matériaux que vous fabriquez ici. Est-ce que vous avez eu besoin, je veux dire, de vous mettre à l'exercice physique ou c'est venu tout seul? Pour vous imposer peut-être, vous avez dû vous-même tenir les machines? Pour m'imposer, il a fallu que je sache faire chaque corps de métier qui existe à MSMI. Ça veut dire le tournage, le fraisage, le perçage, la maintenance. Je suis manœuvre à mes heures perdues. Quand je suis dans l'atelier, je me balade jamais les mains dans les poches. Je fais quelque chose toujours. Je dois regarder, savoir quelles sont les implications de chaque pièce qui est montée sur une machine, où elle va, dans quel secteur d'activité exactement et surtout l'urgence. Vous êtes la seule femme dans cette activité au Cameroun à ce niveau de compétence et on peut constater que dans votre personnel, parmi vos employés et dans les responsables de cette entreprise, il y a des femmes. Pour vous, la femme, je veux dire, vous êtes une militante pour la promotion de la femme? Je suis en fait ce qu'on appelle une féministe de base. C'est-à-dire que cette féministe-là qui a demandé le droit de travailler, mais qui ne perd pas de vue sa fonction de ménagère, en fait. Je suis les deux en même temps. J'ai senti dans l'entretien que vous êtes attaché à cette usine. Pour vous, il y a là également un positionnement stratégique pour le Cameroun dans sa quête de l'industrie et son positionnement vis-à-vis de l'émergence. Pour vous, c'est important? C'est tellement important qu'aujourd'hui, quand on regarde la Chine, le Japon, ils ont obtenu leur émergence grâce à l'industrialisation. MSMI, c'est le cœur même, le départ de cette industrialisation. C'est-à-dire que quand on peut fabriquer soi-même tout ce qui va dans nos usines, à un moment, on va être capable de fabriquer ces usines. Plus question de les importer. Je suis fier de dire que MSMI est une entreprise camerounaise entièrement et que camerounaise, elle le restera comme moi-même. Est-ce que vous avez l'appui de l'État camerounais, de son gouvernement, qui doit bien se rendre compte que vous êtes un acteur essentiel de cette émergence, en tout cas de l'industrialisation du Cameroun? Il y a dans ce gouvernement une volonté d'aider
et de pousser les entreprises camerounaises vers l'émergence, horizon 2035. Et tout chef d'entreprise, où qu'il soit, à partir du moment où il a commencé des bases, peut se retourner vers le gouvernement, ils trouveront des portes ouvertes. Le tout, c'est de taper à la bonne porte. Quand vous regardez le parcours que vous avez fait dans l'entrepreneuriat, dans la conduite managériale d'une entreprise comme celle-ci, quelles leçons vous tirez de ce parcours? Pour vous, les valeurs les plus importantes dans la vie, c'est quoi? Pour moi, les valeurs les plus importantes dans la vie sont les valeurs humaines. J'ai basé toutes mes actions sur la ressource humaine. Votre force intrinsèque, elle vous vient de quoi et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui regardent, les jeunes notamment? Ma force intrinsèque vient du fait que j'adore mon pays. Je me suis toujours posé une question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Nous avons tendance à nous demander, à dire dans la rue, un peu partout, qu'est-ce que le pays fait pour moi? Qu'est-ce que le Cameroun? Le seul fait d'être Camerounais, d'être appelé Camerounais partout où nous allons, c'est déjà beaucoup. Moi, ce qui me pousse, qui me donne la force, tous les jours que je me lève, c'est quand je me lève, je me dis, qu'est-ce que je peux encore faire aujourd'hui pour que demain, le Cameroun soit. Au-delà de 50 personnes que vous employez ici, est-ce qu'il y a d'autres entreprises que vous avez, même à une micro-échelle, qui emploient des gens? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous aidez dans des villages, dans des quartiers? En dehors de MSMI, j'ai créé l'IAC, l'Institut Audrey Chico, qui était Black Hair à l'époque. Et ensuite, j'ai une boutique, un room show qui est à Avon. Je suis ambassadrice à Avon. Maintenant, à côté de ça, je fais des œuvres dans des orphelinats. J'aide, je paye la scolarité de certains jeunes. Mais voilà, dans l'anonymat, je préfère que tout cela reste dans l'anonymat parce que quand on donne, on ne compte pas. Qui donne vraiment ne compte pas. Est-ce qu'il y a un message, un mot encore, un conseil, une sagesse à partager avec les jeunes téléspectateurs qui sont en train de regarder cette émission? Je veux juste dire aux jeunes, arrêtez-vous un instant et demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. La réponse s'imposera, elle s'imposera d'elle-même toute seule. C'est tout ce que je peux leur demander parce qu'on peut bavarder toute la journée, mais sans aller à l'essentiel. On a donc assez parlé. On va laisser vos ouvriers, employés et vous-même repartir à vos tâches. Je vais même vous laisser également la tenue que vous m'avez prêtée pour la circonstance. Je vous dis merci, Madame Chico. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Nous continuons à dérouler notre émission à partir de la ville de Buea. Et nous sommes ici devant le monument du Franz Bismarck, un monument construit en 1899 et rénové à l'occasion de la célébration des cinquantenaires de la réunification et de l'indépendance. C'est d'ici que je vous invite à aller à la rencontre de Roland Kouemen, notre senior consultant en développement personnel. Il va nous dire comment notre attitude détermine notre altitude. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 mamelles du leader, ou alors comment développer une attitude positive. À titre de rappel, notre attitude déterminera notre altitude. Imaginez 3 marmites. Et dans ces 3 marmites, nous avons de l'eau chaude. Et nous allons introduire 3 éléments essentiels de notre quotidien. La carotte, l'œuf et la poudre de café. 15 minutes après, qu'est-ce que nous constatons? Notre carotte, qui est allée dure et forte, ressort molle. L'œuf, qui est allé fragile de l'intérieur, ressort dur. La poudre de café a disparu. Mais l'eau a la couleur et l'odeur agréable du café. Chers téléspectateurs, maintenant, pensez à la vie. La vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours confortable. Et la plupart du temps, la vie est très, très difficile. Les choses n'arrivent pas forcément comme nous le souhaitons. La plupart du temps, les gens ne nous traitent pas comme nous le méritons. Nous travaillons si durement pour un résultat parfois insatisfaisant. La question centrale de notre quotidien d'aujourd'hui, c'est comment réagissons-nous face aux difficultés quotidiennes? Revenons aux 3 marmites. L'eau bouillante représente les difficultés de la vie. Nous avons le choix d'être comme la carotte, c'est-à-dire y aller fort et dur et en ressortir mou et faible. Nous pouvons être comme un œuf, commencer avec un cœur doux et sensible et terminer avec un cœur dur et insensible. Nous avons le choix d'être comme la poudre du café. L'eau ne change pas la poudre du café. Au contraire, la poudre du café change l'eau. La moralité de cette histoire, c'est de nous dire, nous pouvons et devons acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes nouvelles.
Nous devons gagner et grandir en expérience chaque jour. Si la vie était une formule arithmétique, je vous dirais A plus A égale A. Le premier A, c'est notre aptitude, donc les connaissances et les compétences. Elles sont essentielles. Mais cependant, nous aurons besoin du deuxième A, l'attitude, notre état d'esprit. Alors, si nous avons la bonne attitude, additionnée à la bonne aptitude, alors nous gagnerons en altitude. Chers téléspectateurs de Carrière, en guise de conclusion, je vous invite à visiter l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des problèmes. Il y a eu des problèmes hier, il y a des problèmes aujourd'hui, il y a des problèmes demain. En tant que leader, c'est de votre responsabilité de pouvoir apporter des solutions, même quand vous n'êtes pas la cause du problème. Je n'ai aucun doute que non seulement le meilleur reste à venir et que vous aurez le succès que vous méritez. Nous sommes à Buea, devant le monument des célébrations de l'indépendance et du cinquantenaire. C'est d'ici, mesdames, messieurs, que nous concluons cette émission, la 26e du magazine Carrière, qui, je l'espère, vous a aidé à construire la vôtre. Merci à tous nos partenaires, Go Ahead Africa, mais également Capital Hotel qui ont facilité notre séjour. À vous qui avez regardé, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines seulement pour une nouvelle émission. D'ici là, gardons le lien à travers notre adresse email, notre page Facebook. À très bientôt, mesdames, messieurs, et merci encore d'avoir regardé.